le pouvoir s'exerce aujourd'hui, moins par la contrainte violente, et puis beaucoup plus par le contrôle mental, justement. C'est ça le sujet, je crois. Absolument, et en filigrane, effectivement, vous y lirez du MK Ultra, qui a été extrêmement bien exposé. Et oui, aujourd'hui, sachez-le, mais vous le savez, parce que comme le disait Alain Escada, l'auditoire de GPTV est alerté. Et c'est intéressant parce qu'on peut aller plus loin, justement. Et le contrôle le plus efficace, vous l'avez certainement vu, c'est celui qui n'est pas apparent à l'extérieur. C'est celui justement que nous intégrons nous-mêmes, jusqu'à finir par nous y adapter sans même nous en rendre compte. Alors, je vais poser un postulat parce que c'est important de l'entendre. Je ne parle pas de ces sujets pour faire peur. Je les aborde parce que dans beaucoup de choses aujourd'hui, moi, j'y vois une tension qui est diffuse, quelque chose qui agit en arrière-plan, sans toujours se montrer. Alors, on va nous parler de sécurité, n'est-ce pas? De protection, de progrès. Mais, dans le même temps, beaucoup d'entre nous, on sent quelque chose d'une fatigue particulière, une fatigue mentale, une pression invisible, une manière de cadrer les esprits plus que les corps. Et c'est cela que j'essaie de regarder. On n'est pas dans un scénario qui est figé, mais on va descendre dans le terrier du lapin parce qu'il y a là une logique de fond. Et que dit cette logique de fond? Une logique qui passe par les élites, d'accord? Les crises, la surveillance, les récits dominants et parfois même par notre propre consentement silencieux. Et si je relis ces sujets, ça n'est pas pour compliquer les choses, non. C'est parce que j'ai vraiment le sentiment qu'ils parlent tous, à leur manière, d'une même question. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté intérieure de l'être humain? Alors, c'est vrai, Nicolas, qu'on vit dans une époque un peu étrange. Toujours, on nous parle sans cesse de protection, de sécurité, de prévention, de résilience, d'innovation. Et pourtant, tout ce qu'on peut ressentir, c'est une forme d'encadrement qui, lui, est diffus. Il est discret. Il est presque normalisé. Et ça n'est pas forcément spectaculaire. C'est souvent invisible. Et on le voit présent dans nos institutions, sur nos écrans, dans les discours qu'on entend et même dans nos propres habitudes. Alors, on va passer le cadre du scénario simpliste, où il y a une main cachée qui commande. On va aller au-delà de ça, évidemment, qu'il y a des intérêts. Mais on va aller beaucoup plus profond. Parce que le pouvoir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il façonne les comportements, il va installer des cadres et il va rendre certaines idées évidentes et d'autres presque inacceptables. Et comment va-t-il arriver à le faire? Parce qu'il rentre dans un système de fonctionnement où on commence par ceux qui nous dirigent. Donc, ces dites élites, cette sélection des élites, c'est un pouvoir qui ne tombe pas du ciel. Il se prépare, il se forme d'abord et il se transmet. Alors, on va parler de certaines formations, certains réseaux. On a des cercles d'influence qui, eux, ne sont pas secrets. Je pense aux Young Leaders notamment. Ils sont même souvent présentés comme quoi? Comme des espaces de détection de talents, de mise en relation, de construction de ponts. Mais leur effet réel dépasse souvent ce discours. Pourquoi? Parce qu'ils produisent de la compatibilité. Ces gens, ensemble, ont une compatibilité de langage, de réflexe et de vision du monde. Parce qu'à force de fréquenter les mêmes écoles, les mêmes institutions, les mêmes environnements, on finit par partager quoi? On finit par partager les mêmes évidences. Ce qui est jugé raisonnable, moderne, responsable, se referme peu à peu sur un même horizon. Et oui,
Et ce qui s'en écarte est vite classé comme excessif, dangereux ou irréaliste. Donc, on va encore dépasser cette idée de complot centralisé. Mais moi, j'y vois aussi un tri par affinité, une sélection, une circulation sélective. On reproduit les mêmes codes. Le pluralisme est en apparence, mais juste en apparence, parce qu'en réalité, c'est autre chose qui se joue. Et ce même phénomène, d'accord, il apparaît aussi dans la gestion des crises. Pourquoi? Parce qu'une crise en soi, elle appelle des réponses. Et ça, c'est normal. Mais quand la crise cesse d'être un moment, juste un moment, pour devenir un mode de gouvernement, il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce que l'exception finit par s'installer. Ce qui devait être temporaire devient habituel. Et au nom de la sécurité, on accepte des mesures qui, dans un autre contexte, auraient suscité beaucoup plus de résistance. La vraie question n'est pas de nier les risques. Non, d'accord? La vraie question, elle est celle des limites. Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où, Nicolas, on peut aller? Et jusqu'à quand? Et à partir de quel moment la protection cesse d'être une protection pour devenir une discipline induite collectivement? À partir de quand la gestion du risque devient une manière de gouverner les comportements? Et c'est là que la surveillance numérique prend tout son sens. Évidemment, quand des dispositifs sont pensés pour analyser les communications au nom de la lutte contre certains crimes ou de la protection des plus vulnérables, ben l'argument il paraît légitime, c'est évident. Qui voudrait défendre le crime? Qui voudrait s'opposer à la protection des enfants? Mais les moyens choisis comptent autant que l'objectif affiché. Scanner des messages, affaiblir la confidentialité, rendre le chiffrement plus fragile, tout cela modifie profondément le rapport entre l'individu et l'espace privé. Et dès qu'un être humain sait ou pense que ces mots peuvent être observés, quelque chose se déplace en lui. Qu'est-ce qui se passe? Il pèse davantage ses phrases. Il se retient. Il se corrige. Il devient beaucoup plus prudent, parfois plus lisse et parfois moins vrai. Parce que le contrôle le plus efficace n'est pas toujours celui qui punit. C'est parfois celui qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes. Et oui, et c'est dans ce contexte que MK Ultra, aussi au-delà du programme qui a été détaillé, c'est ainsi un symbole. On ne peut pas dire que tout est identique. Hein. On ne peut pas juste calquer le passé sur le présent. Mais ce nom-là de MK Ultra révèle quoi? Il révèle une tentation ancienne d'observer l'être humain, de chercher à l'influencer à partir de l'intérieur, à orienter ses perceptions, ses réactions et à pousser ses propres limites. Donc, dans la vie quotidienne, cela ne prend pas la forme d'un laboratoire secret. Non, cela passe par des choses beaucoup plus ordinaires. La fatigue mentale organisée. Et oui, la surcharge d'informations, la répétition toujours de mêmes messages, avec la peur comme levier, une pression sur des groupes, la surveillance intégrée dans les habitudes, et tout ça mène à quoi? Une autocensure qui finit par s'installer naturellement. Donc, on ne cherche pas forcément à briser l'esprit par la violence, mais on l'use, on le distrait, on l'épuise et on le rend quoi? Perméable. Donc, aujourd'hui, cette tentation n'a plus besoin d'un laboratoire clandestin. Vraiment, faut le voir et on arrive en filigrane à le voir dans tout ce qui se passe.
Et on le voit sous la forme de lois qui passent sur la santé publique, sur la sécurité, sur l'innovation. On nous dit qu'on lutte contre la haine et qu'on veut protéger les plus vulnérables. Et on réinvente un vocabulaire qui, lui, est propre, qui est juridique, qui lui paraît totalement respectable. Mais au fond, le fond, lui, reste le même. Faire en sorte, Nicolas, que l'individu finisse par accomplir de lui-même ce qu'on attend de lui. Et oui, si je devais résumer cette logique et l'imager, on parlerait d'une pyramide, d'accord? Alors, à la base, il y a une certaine vision de l'être humain. Est-ce qu'on considère qu'il est digne, qu'il est libre, responsable? Est-ce qu'il est porteur d'une conscience irréductible? Ou bien, est-ce qu'il est un sujet qu'on module, qu'on oriente, qu'on optimise? Et au milieu, ces dites élites qui, elles, sont compatibles des dispositions de crise, les mécanismes de régulation, tout ça, c'est au milieu. Dans cette pyramide, toutes ces élites sont au milieu et elles permettent à ce que finalement ce fonctionnement se mette en place. Et au sommet, évidemment, il y a cet effet qui est global. Une société qui se conforme, souvent sans même ressentir frontalement la domination. Parce que la contrainte, elle a quoi? Elle a juste changé de place. Elle s'est déplacée dans les normes, dans les structures, dans les réflexes quotidiens. Mais il faut comprendre que cette pyramide ne tient que parce qu'il y a une base. Et cette base, pour moi, elle n'est pas seulement politique ou technique, d'accord? Elle est aussi spirituelle. Tout dépend de ce que nous croyons de l'être humain. S'il n'est qu'un objet programmable, alors, oui, effectivement, tout devient possible. S'il porte en lui une conscience irréductible, alors il existe une limite que nul système ne devrait franchir. S'il possède une liberté intérieure, alors aucune surveillance ne pourra le définir entièrement. Et je pense que la résistance la plus profonde, elle est intérieure. Elle commence là où l'on refuse de céder son regard, et oui, sur l'actualité, sa propre conscience, son jugement aussi. Là où l'on garde un espace qui ne se négocie pas, c'est du sacré, un espace de vérité, de discernement, de silence intérieur, j'y viens souvent là-dessus aussi, et c'est ce qui permet de voir sans sombrer dans la peur. Alors, évidemment, moi, je vous donne des clés et vous avez commencé à comprendre aussi ma façon de fonctionner. Voilà. Et je considère qu'on n'a pas besoin de faire partie d'une élite dite intellectuelle ou pas pour comprendre, pour commencer à comprendre. D'accord? C'est à la portée de chacun d'entre nous. On a juste besoin de quoi? De croiser les données, de comparer les récits, de garder de l'humilité parce qu'on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Ce que je vous présente, c'est vraiment le résultat de toutes mes observations au quotidien et cela demande une très grande vigilance d'esprit, d'accord? Et de ne pas avaler trop vite toutes les histoires faites, toutes, d'où qu'elles viennent. Moi, j'aime bien relier tous ces sujets et à première vue, c'est toujours la même histoire. Tout semble dispersé. C'est toujours pareil, Nicolas. C'est toujours une structure de fond. Tout semble éclaté, tout semble dispersé. Mais en fait, il y a toujours un point qui est commun. Et c'est ce point commun à ce dit éclatement qui permet d'avoir une vision large de l'ensemble. Voilà. Et oui, quand je vous parle d'élite, quand je vous parle de crise, de spiritualité, tout est lié. D'accord? Rien n'est séparé. Parce que cette vision du monde permet d'avoir du recul. Et en ayant du recul, on n'est pas embarqué dans le récit
de ceux qui cherchent finalement à nous contrôler d'une certaine manière. C'est ainsi qu'on retrouve cette souveraineté intérieure, d'accord? C'est un angle de vue que je vous proposerai toutes les semaines sur certains sujets avec en filigrane des choses que vous allez retrouver, d'accord? Et il y a un élément qui pour moi, Nicolas, est important et que je mets très souvent en avant dans mes émissions, c'est le cœur. Ben oui, parce que le cœur ne nous éloigne pas du réel. Au contraire, pour y rentrer, on peut y entrer sans s'y dissoudre. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est ce lieu intérieur, vraiment, où on a cette capacité d'avoir une lucidité. On peut laisser parler la compassion. Et tout cela peut coexister ensemble. D'accord? Parce que des gens pensent, réfléchissent, analysent, mais on peut devenir, la pensée, elle peut devenir sèche, elle peut devenir dure, elle peut devenir obsessionnelle. Et sans le cœur, on ne peut pas voir sans se refermer. Ça n'est pas possible. On peut comprendre, là, comme on vient de le faire ensemble, les mécanismes de contrôle, mais sans être avalé par la peur. C'est ce que je vous ai dit en introduction. Ça, c'est important pour moi de revenir sur ce point. On peut dénoncer sans devenir prisonnier du soupçon. Voilà. On peut chercher toujours la vérité. Et ça, c'est un leitmotiv intérieur qui est très personnel. Mais on peut aussi, sans renoncer à la lumière, tout n'est pas noir, tout n'est pas catastrophique, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on doit reprendre notre pouvoir. Regrouper, c'est vraiment, je donne juste des clés, regrouper des informations. Le doute permet aussi d'avancer, de comprendre. Parce que quand on va avoir ce récit global, ces informations qui nous sont données, pré-mâchées quelquefois, tout est en arrière-plan. Tout est en arrière-plan. Et donc, il faut reprendre cette souveraineté intérieure, cette distance pour pouvoir analyser vraiment ce qu'on cherche à nous faire comprendre et surtout là où on veut nous mener. Ça, c'est très important. Voilà, moi je pense que Nicolas, aujourd'hui, c'est... Alors, Monsieur Scada a parlé du MK Ultra. Ce MK Ultra, oui, il est présent. Et il est présent à grande échelle. Seulement, on n'est pas condamné à subir. On peut soi-même reprendre son propre pouvoir. Et pour ça, bah oui, il faut mettre de la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est reprendre son pouvoir sur l'actualité, sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on découvre et sur ce qu'on comprend. Pas besoin d'être spécialiste en la matière. Voilà. Hein, Nicolas, on a connu ce Covid. On remettait quoi? Beaucoup de gens remettaient leur pouvoir à des 10 spécialistes en blouse blanche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste suivi bêtement parce qu'on s'est dit, bah, eux ont la connaissance et eux savent beaucoup mieux que nous. Moi, je dis que chacun d'entre nous, en être humain, nous sommes souverains. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que ça, je suis croyante et voilà, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes aimés. Et à ce titre, nous devons garder une dignité d'être, une dignité d'être simplement des humains. Mais c'est tellement grand d'être humain, tellement. Alors, cher Azad, comment fait-on pour ne pas systématiser justement la critique, surtout après un épisode tel que le Covid? Je lis par exemple ce commentaire dans le chat que je trouve assez édifiant justement sur et comment y répondre. De Rosa Mimite. Tous les médias, nous dit cette personne dans le chat, tous les médias sont contrôlés par les hommes qui nous surveillent et nous manipulent et qui nous tuent par des guerres et des virus. Alors là, quand on entend ça, alors qu'est-ce qui reste? Comment répondre à ça? En fait, on est tenté d'aller finalement à l'émotion que ça va provoquer intérieurement. Parce qu'effectivement, oui, avoir constamment des informations qui soient négatives, il est normal qu'intérieurement, les recevants, on soit envahi, on soit dépassé. On se dit, bah, on renonce. Et à un moment donné, une forme de renoncement intérieur parce qu'on se dit, bah, la montagne, elle est si grande et puis moi, au final, j'ai le pouvoir de rien faire. Et c'est là l'illusion. Et là est l'illusion.
Parce que cette information, ces vagues négatives qui arrivent d'informations, on peut effectivement les voir, mais on peut surtout ne pas les alimenter. Parce que en prenant position contre, et je dis vraiment en termes d'abandon, c'est-à-dire on dit, voilà, c'est pas possible, toutes ces élites contrôlent tout, C'est foutu, tout est c'est foutu. foutu, on peut Voilà. rien faire. Et en fait, c'est exactement là où ils veulent nous mener, puisqu'ils connaissent le comportement humain. Ils savent pertinemment comment l'esprit humain fonctionne pour l'avoir analysé à maintes reprises, différents programmes, dont MK Ultra, mais pas que, d'accord? Donc, ils savent exactement comment l'être humain. Et pour hacker ce système, le squeezer, la seule façon, c'est de reprendre notre souveraineté. Donc, on a une grosse vague d'informations. Oh non, mais on peut pas, c'est pas possible, on est dirigé. Qu'est-ce qu'on va faire de ce monde? Ce monde est foutu. Ben, ce monde, c'est vous et moi qui le composons. Il n'est pas foutu, il en est ce que l'on choisit d'en faire. Et je refuse d'alimenter cela. Je prends position, je prends ma souveraineté. Et bien que j'ai l'information qui elle est négative, qu'est-ce que moi je choisis d'en faire dans mon quotidien? Parce qu'en réalité, ces informations-là, vous et moi, Nicolas, elles sont à une échelle qui nous dépasse. On est OK, puisque nous ne sommes pas décisionnaires. En quoi sommes-nous décisionnaires? En rien. Par contre, Mmh. que dans nos vies, nous soyons décisionnaires des valeurs que nous portons, cela fait la différence. Là, on va vous amener à haïr votre prochain, bah, tentez de l'aimer au quotidien. Et c'est des choses toutes simples. Ça peut être juste la voisine qui, avec son chien, vous embête tous les 4 matins, mais avoir un petit peu plus, peut-être de compassion. Je sais pas, je donne des clés, mais ça, tout est possible. Mais il faut juste reprendre le récit global de sa propre vie et ne pas être happé par ce récit global qui ne cherche qu'une chose, c'est à nous enfoncer dans la noirceur de leur propre esprit. Ah oui, mais alors parce que c'est sur les 3 degrés de l'amour chrétien, par exemple, aime Dieu de tout ton cœur, Oui, aime ton prochain ton comme prochain toi-même, comme toi-même. ce qui est déjà Oui, pas la même chose, hein. et pas pareil. Non, C'est pas pareil, hein. On peut ne pas non, s'aimer autant que tout le cœur contient. Donc, ouais. et aime ton ennemi, qui est Et le ça, c'est troisième la phase degré. la plus difficile. Et Alors ça, c'est c'est la plus phase la difficile, plus mais difficile. c'est plus difficile, mais il faut reconnaître chez Herzog que c'est pas, on ne demande pas à aimer son ennemi de tout son cœur. On ne Non, demande pas à aimer son ennemi comme soi-même, non. mais l'aimer quand même. Bon, bah quand je Parce qu'il lis fait partie de la grande famille dite humaine. Parce qu'il a, comme les, vous et moi, comme nous ben ça, c'est tous, pas facile, ça, voilà. hein, parce que C'est pas je lis le évident. chat, bon, pas, il y a C'est certains pas sujets, j'ai pas évident. l'impression qu'on aime beaucoup nos ennemis. D'ailleurs, moi aussi, hein. Non, mais alors, je suis pas en train de dire que c'est facile, et je suis pas en train de prêcher quelque chose qui n'est pas faisable. Tout à chacun dans notre propre vie, on a forcément eu cet ennemi à un moment donné, et il a fallu avancer malgré tout, euh, en tirer quelque chose, transformer ce négatif en quelque chose de positif. Et vous le voyez dans les parcours de personnes. J'entends par exemple de ces enfants, j'ai à l'esprit là maintenant, mais il y en a tellement d'exemples, Anneke Lucas, il me semble que c'est son prénom, qui a été victime de réseaux pédocriminels, d'accord? Elle en a vécu de la violence, elle a vu la noirceur de l'âme humaine, d'accord? Mais quand j'entends son témoignage, quelque chose de ce qui est de plus noir qu'elle a vécu, elle a réussi à le transformer. Ça ne veut pas dire qu'elle les aime, ses ennemis, qu'elle aime ses bourreaux, mais c'est qu'elle a réussi à transcender. Et je pense que tout le parcours est dans transcender la difficulté que l'on peut avoir. On peut être victime, comme nous-mêmes à grande échelle, de ces gouvernements qui sont totalement fous, de ces satanistes. Clairement, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on décide de se positionner à dire on dénonce, on n'est pas content? Oui, très bien, c'est une phase. Mais qu'est-ce qu'on en fait au quotidien de ça? Ça n'a aucun intérêt sinon. Si ça n'est, on reste en surface. Point.
Mais si on veut aller en profondeur, il faut pouvoir transformer les choses. Et de quelle manière les transformer? Vous et moi, on n'est pas au gouvernement aujourd'hui pour pouvoir changer les lois. On peut pas, parce qu'on est à la position de là où on en est. Donc, c'est l'état d'esprit, c'est la façon de percevoir les choses avec lucidité. Il ne s'agit pas de mettre un filtre qui va être de dire que tout est beau, que tout doit être beau. Et non, non, le mal existe. Mais ce mal-là doit être transformé par des gens qui sont des gens de cœur et de foi dans les opinions qui sont les nôtres. Que ce soit des opinions contre la pédocriminalité, tout ça, il y a un combat intérieur aussi. Voilà. Ne pas accepter des images de pornographie, c'est déjà une étape. Voilà. Parce que plus on va aller dans la violence, plus ces gens-là vont aller dans la violence, plus ils vont aller toucher ce qui est le plus innocent, le plus sacré. Donc, il y a une reprise de pouvoir individuel à avoir. C'est ma grille de lecture. On peut ne pas être d'accord. Moi, je suis tout à fait ouverte au débat. Je ne dis pas que j'ai absolument raison, mais j'ai l'expérience en la matière. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever. On peut passer des ténèbres à la lumière. Il faut juste savoir comment. Et si on a envie de le faire, tout simplement. Et c'est ça le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on a envie ? Est-ce qu'on veut continuer à entretenir ce marasme global, cette négativité qui veut dire que on ne va pas s'en sortir? Quand on écoute matin, midi et soir des informations qui sont dures, parce que c'est violent, est-ce que finalement on exerce notre propre discernement ou est-ce qu'on entretient constamment cette négativité intérieure? Il y a une frontière qu'il faut mettre, c'est celle de son propre être, c'est le respect de ce que l'on est, à mon sens. Aimer son ennemi, ce n'est pas vouloir sa destruction, mais sa conversion. Oui, c'est la transformation. Michael Lucasson. Je suis d'accord avec lui. Voilà, je suis d'accord avec lui. Très bien. Transformons ce monde ensemble. Qu'on le dénonce, c'est une chose. Voilà. Ces rubriques sont faites aussi pour dénoncer, peut-être aussi pour découvrir des sujets, les approfondir, mais à mon sens, et c'est là où ça me tient à cœur, c'est de transformer ensemble ce regard, sur notre regard sur ce monde, qui fait notre quotidien, Nicolas. Eh bien, merci beaucoup, Scheherazade, pour cette chronique spirituelle qui fait réfléchir et qui, incite à recouvrer sa souveraineté à partir du cœur et à privilégier le libre arbitre. Un grand merci. Absolument. Merci à toi, Nicolas, et merci à tous. Merci. La semaine prochaine. Et on se retrouve donc mardi prochain avec Scheherazade pour une future chronique. Merci beaucoup. Merci, et puis retrouvez-moi sur Shera Lightshine. Voilà. Oui. Alors, ton actualité. Alors, mon actualité, dernièrement, il y a eu un cœur à cœur avec Cécile Meichak. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est la créatrice du Doctoton, voilà, anciennement appelé Doctoton, qui aujourd'hui s'appelle Dossumanie. On a eu un cœur à cœur, justement, très, très humain, très beau. J'aime faire ces émissions, Nicolas, parce que justement, on voit au travers des parcours de personnes, des personnes qui ont été maltraitées par la vie, qui ont subi des choses difficiles, qui ont été ostracisées aussi, parce que pour beaucoup, ce sont des dissidents, mais des dissidents dans la manière d'être, dans leur positionnement. J'aime beaucoup, beaucoup aller à leur rencontre, parce que c'est un grand enseignement, à mon sens, et une grande source de force intérieure à retrouver quand justement, on a des doutes, qu'on n'est pas très bien et qu'on se dit mais on est fichu. Non, on n'est pas fichu parce qu'on peut être au plus bas, connaître les bas-fonds, de grandes difficultés et croire toujours en l'humain. Et ça, c'est à mon sens ce que je porte, c'est mon combat, moi. Voilà. Et dans ces cœurs à cœur que je vous invite à découvrir, vous y verrez cela. Voilà. Très bien. On va tous s'y précipiter. Merci, Scheherazade.